Le but de l'identité numérique, c'est pas forcément de vous faciliter la vie, c'est surtout de répertorier les gens, de savoir ce qu'ils font et de pouvoir les contrôler. On peut être vraiment inquiet de cette tendance à l'hypersurveillance. Vous n'avez peut-être rien à cacher, mais vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde le sache. Vous devez absolument avoir une identité numérique si vous voulez pouvoir refuser le don d'organes. À terme, ça deviendra obligatoire et qu'on vous extorque votre consentement. Imaginez que vous ayez 100 000 francs sur votre compte en banque et qu'on vous dise fin 2028, cet argent doit être dépensé, sinon il disparaît. Vos impôts seront directement prélevés. On a rarement vu un État ne pas profiter de contrôler son peuple. Quand on vous dit c'est gratuit, méfiez-vous, c'est que c'est vous le produit. Bonjour Michel Caillé. Bonjour Laetitia, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à vous d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes juriste et la présidente du mouvement fédératif roman. C'est un mouvement apolitique au service du citoyen. On vous reçoit aujourd'hui sur le plateau pour parler de l'identité numérique. Une technologie qui avance à grands pas un peu partout dans le monde. Elle est présentée comme une modernisation administrative. Elle promet de regrouper nos papiers, nos données médicales, nos données fiscales et bancaires dans un seul et même portefeuille virtuel. Mais derrière la promesse de simplification, c'est un autre scénario qui inquiète le mouvement fédératif roman. Traçabilité permanente, centralisation massive et à terme l'infrastructure d'un État-surveillance. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Madame Caillé ? Alors merci de me laisser avoir la parole sur ce sujet qui est effectivement d'importance mondiale, on peut le dire, mais peut-être déjà d'importance européenne. Alors la Suisse, elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais déjà en 2021, on a fait voter les Suisses sur l'identité numérique. Alors en 2021, ça a été rejeté à 64% par le peuple suisse. On va voir, on nous représente, j'ai envie de dire, la même loi très légèrement modifiée, mais les garanties qu'on voulait nous offrir, qui, paraît-il, n'existaient pas dans la première, ne sont pas plus garanties maintenant. Donc, effectivement, on est un petit peu inquiet sur la suite de l'application de cette éventuelle loi, si elle est votée le 28 septembre par le peuple suisse. Quelles étaient les garanties justement qui étaient promises dans la première version et qu'il n'y a Alors, pas dans la première version, la problématique, semble-t-il, et c'est ce que le Conseil fédéral a vendu en disant que les Suisses avaient voté contre l'identité numérique, c'est parce que ça n'était pas réglé complètement par la Confédération. Cependant, à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas réglé complètement par la Confédération, puisqu'il y a des entreprises privées qui vont gérer cette identité numérique. Donc, même s'il y a un certain nombre de garanties qui ont peut-être été mises en place, ça ne fait en tout cas pas encore le travail et ça n'est certainement pas un gage de sécurité. Oui, en tout cas, ça inquiète de nombreux experts parce qu'on sait qu'en Chine, il y a déjà une sorte de prototype qui ressemble justement à ce qui veut être progressivement imposé en Europe, le crédit social, qui repose sur un ensemble de programmes, de listes noires qui sont gérées par les autorités. On a des citoyens ou des entreprises qui sont jugés, par exemple, non fiables en raison de dettes impayées, de fraudes, et ils peuvent se voir interdire l'achat de billets de train, d'avion, être exclus de certains emplois ou marchés publics. Donc on a vraiment un contrôle de la population. Et à l'inverse, ceux qui sont considérés comme fiables peuvent bénéficier d'avantages comme un accès facilité à certains services. Est-ce que vous pensez que l'Europe risque, elle aussi, à son tour, de bâtir une infrastructure qui pourrait ressembler à celle de la Chine ? Alors déjà, l'infrastructure telle qu'elle nous est présentée, bien sûr qu'elle ressemble, puisque quand on parle d'identité numérique, la plupart des gens pensent que c'est juste la carte d'identité ou votre passeport, si vous voulez, qui va être sous forme numérique, donc dans votre smartphone. Mais c'est pas du tout ça. Il s'agit d'un portefeuille, comme vous l'avez dit au début, un portefeuille qui va regrouper non seulement votre identité, mais toutes vos données les plus sensibles, telles que par exemple votre dossier médical. Donc ça, dans un premier temps, déjà ça, c'est un peu inquiétant que toutes les informations sensibles d'une personne soit reliée à cette identité numérique et que tout soit sur un même dossier. Pourquoi centraliser des données alors qu'en fait, simplement lorsqu'il y a des cyberattaques, on sait très bien qu'il y a des failles. Là, on réunit tout au même endroit. J'ai envie de vous dire, les hackers, ils ont une faille à casser et ensuite, c'est open bar, ils peuvent se servir comme ils veulent. Donc déjà là, on se trouve qu'on est un petit peu inquiet. Et puis, vous parliez de crédit social. Alors, pour y arriver au crédit social, on n'y est pas encore heureusement, mais j'aimerais quand même dire que ni dans la loi, ni dans la Constitution, nous avons de garantie que ça ne pourrait pas arriver. Et on a rarement vu
un État ne pas profiter de contrôler son peuple. C'est de notoriété publique. Je crois que je suis pas en train d'inventer quand je dis qu'un peuple contrôlé, bien évidemment, est bien plus docile. Donc, bien sûr qu'à terme, on peut avoir peur de ce crédit social. J'aimerais rajouter qu'en Suisse, et c'est pas seulement pour la Suisse, c'est valable pour toute l'Europe, il y a déjà du scoring social. C'est-à-dire, quand on parle de scoring social, c'est-à-dire que, par exemple, en Suisse, nous avons eu, à un certain moment, un projet pilote. Mais bon, projet pilote de scoring social pour les élèves. Alors, en fait, pour les élèves des écoles, c'était par rapport à la radicalisation. Maintenant, ce projet pilote a été stoppé, mais c'était du scoring social. Donc le problème n'est pas de se poser la question si ça va arriver, mais quand ça va arriver et sous quelle forme, parce que forcément que ça arrivera. Est-ce que ça sera comme en Chine? Je n'en sais rien. Je pense surtout que ça risque d'être couplé à la monnaie numérique. On parle beaucoup de monnaie numérique en ce moment, notamment en France, normalement. Au mois d'octobre, peut-être un petit peu plus tard, Madame Lagarde l'a annoncé, l'euro numérique va être mis en service. Qu'est-ce que c'est que l'euro numérique? Qu'est-ce que c'est que la monnaie numérique? Je pense déjà, il faut peut-être juste expliquer vaguement. C'est qu'au lieu d'avoir de l'argent cash ou de l'argent que vous avez habituellement sur votre compte en banque de banque commerciale, c'est une monnaie qui est émise par la Banque centrale. La Banque centrale, elle fait directement partie de l'État. Déjà ça, il faut comprendre. Et puis, ce qu'elle a de très particulier, cette monnaie numérique, c'est qu'elle est programmable. Et c'est là où vraiment on peut commencer à s'inquiéter fortement. Une monnaie programmable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourra imaginer que sur votre compte en banque qui sera auprès de la Banque centrale, eh bien, cette monnaie soit dédiée pour partie à vos loisirs, pour partie à votre nourriture, à votre loyer, etc., etc. On pourra même imaginer qu'elle sera plafonnée. On peut aussi imaginer que vos impôts seront directement prélevés sans que vous n'ayez aucun recours, en tout cas dans un premier temps. On peut imaginer que si vous n'avez pas payé vos amendes, admettons que vous avez des amendes de stationnement, mais que vous vouliez aller vous acheter une paire de chaussures, on vous dise, désolé, vous ne pouvez pas acheter ces chaussures puisque vous n'avez pas payé votre amende, etc., etc. Donc, on peut même imaginer que cette monnaie aura une échéance. Alors là, c'est encore plus grave. Imaginez que vous ayez 100 000 francs sur votre compte en banque et qu'on vous dise, fin 2028, cet argent doit être dépensé, sinon il disparaît. Donc en fait, ça peut aussi être une façon pour l'État de relancer l'économie. Imaginez justement qu'on vous oblige à dépenser votre argent parce qu'il y a une économie qui est un petit peu dans le creux. Voilà, ça ce serait une possibilité. Alors pourquoi je parle de monnaie numérique? Parce que c'est directement lié à l'identité numérique. Pour pouvoir mettre en service cette monnaie numérique, ils ont absolument besoin, les autorités ont absolument besoin d'une identité numérique qui sera la clé pour pouvoir débloquer, si on veut, pour associer votre compte en banque et qui vous êtes. Voilà, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Donc quand on parle de crédit social à la chinoise, est-ce qu'il y aura des mauvais points parce que vous avez une empreinte carbone trop élevée? On n'en sait rien, tout ça peut venir, mais lorsque vous voyez comment c'est en train de se passer en ce moment, typiquement, vous vous rendez bien compte que il y aura une taxe carbone, très certainement, et que vous pourrez avoir des mauvais points parce que par exemple, vous avez droit à je ne sais pas combien 2 kilos de viande par mois, je dis n'importe quoi, et que une fois que vous avez dépassé votre quota, vous ne pouvez plus avoir de viande. Ou vous avez dépassé votre quota carburant. Et puis, là, votre empreinte carbone ne doit pas être plus élevée que. Donc, c'est une façon de renforcer de manière coercitive quand même le comportement qu'on juge adéquat pour un citoyen. Donc, tout ça, on voit que tout ça se met en place gentiment. Et je vois mal, vu les politiques actuelles qui sont poursuivies dans nos pays, dans toute l'Europe, je vois mal pourquoi on ne passerait pas par ce crédit social ou en tout cas cette façon de sanctionner les individus de manière à ce qu'ils aient un comportement qu'on juge adéquat. Oui, et au-delà des sanctions économiques et administratives auxquelles vous avez fait référence, il y a
des technologies numériques en Chine qui sont également au service de la persécution religieuse. On sait que les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours, certaines communautés chrétiennes même sont fichées, surveillées à travers des systèmes de reconnaissance faciale, de bases de données biométriques et d'applications de surveillance, ce qui entraîne la privation de droits fondamentaux pour les personnes qui sont concernées. Est-ce que vous craignez que les technologies qu'on va mettre en place ici en Europe pourraient à terme, vous parliez tout à l'heure de ces élèves qui ont été fichés par rapport à leur façon de penser, est-ce que vous pensez qu'à terme, en Europe, on pourra aussi justement viser des minorités, des dissidents, des personnes qui pensent différemment grâce à cette numérisation justement? Alors effectivement, ça va rendre la tâche extrêmement simple. Déjà à l'heure actuelle, il y a beaucoup de groupes qui sont censurés, dont on n'entend absolument pas parler parce qu'ils sont censurés. Donc imaginez que vous avez une identité numérique, il sera encore bien plus simple déjà de les reconnaître, de les trouver très facilement et ensuite effectivement j'ai envie de dire, les invisibiliser complètement et éventuellement de les surveiller. Alors vous avez aussi parlé de caméras à reconnaissance faciale. Dans nos pays européens, il y a de plus en plus de caméras à reconnaissance faciale. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais enfin, c'est un petit peu normal, c'est pour la sécurité, il y a tellement de criminalité. Certes, mais je pense que c'est surtout ces caméras à reconnaissance faciale sont là pour sanctionner, j'ai envie de dire, le citoyen qui va oublier de payer son parcomètre ou des choses de ce genre-là. Et rarement, on a pu le constater, pour vraiment avoir un impact sur la criminalité, sur la grande criminalité ou sur toutes les trafics de drogue. Donc on peut être vraiment inquiet de cette tendance à l'hypersurveillance. Mais ça, on le constate tous les jours, on est de plus en plus surveillé. Tout ça est à ramener également avec la disparition de l'argent cash. Vous allez me dire comment j'ai fait le lien. Eh bien parce que avec l'argent cash, vous êtes encore anonyme. Le jour où vous n'avez plus d'argent liquide, vous n'avez plus moyen d'être anonyme d'une manière ou d'une autre. Vous êtes forcément, tout ce que vous faites, tout sera tracé, répertorié, surveillé de par votre compte en banque. Déjà, et puis après, vous rajoutez les caméras à reconnaissance faciale, on saura où vous êtes allé, à quel moment, avec qui, comment vous avez payé, quelles choses vous avez payé, etc., etc. Donc on voit que les taux se resserrent de plus en plus sur les libertés fondamentales des citoyens. Oui, et vous le mentionnez également sur le site du mouvement fédératif roman, l'authentification via l'EID, donc l'identité numérique, va générer des métadonnées détaillées. On va savoir quand ou comment vous vous êtes identifié. Et selon certains experts, cette traçabilité permanente représente justement un danger inédit pour nos libertés individuelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, on voit très bien qu'il y a une attaque à la vie privée. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « mais moi, j'ai rien à cacher ». Ça, c'est la réponse qu'on vous fait généralement. Non, vous n'avez peut-être rien à cacher, mais vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde le sache. Donc, déjà là, on se rend bien compte qu'il y a un gros problème. Maintenant aussi, il faut comprendre que toutes ces données... alors, vous allez me dire que bien sûr, avec les réseaux sociaux, il se passe aussi cette chose-là, c'est-à-dire que les données sont prises d'assaut par notamment les multinationales, par le truchement des GAFAM, certes. Mais là, on vous parle d'identité numérique, on vous dit qu'elle va être sécurisée par l'État, puis en fait, vous vous rendez compte très rapidement que c'est pas le cas, puisqu'il y a déjà des entreprises privées qui vont s'occuper de la gérer, donc c'est pas complètement la Confédération qui le fait, elle délègue. Alors bien sûr, on va me dire, mais il y a des garde-fous juridiques. Oui, assez faibles. Si vraiment on veut une identité numérique sécurisée, eh bien on se contente de garder l'État uniquement comme garant, donc le secteur public comme garant de sécurité de nos données. Nos données, elles peuvent être commercialisées, elles peuvent fuiter, et puis comme on a parlé tout à l'heure de cyberattaques, il y a un nombre de cyberattaques dont on ne parle pas dans les médias, mais c'est tous les jours qu'il y a des cyberattaques. Il y a le nombre d'hôpitaux qui sont attaqués. Je peux vous donner un exemple. En novembre 2024, il y a un centre médical à Vidi, à Lausanne, qui a subi une attaque, et pendant plus de 3 semaines, les médecins étaient incapables de pouvoir avoir une idée de ce qui se passait avec leurs patients, Ils n'avaient plus accès aux dossiers médicaux. Donc,
c'est extrêmement grave. On peut parler de ce qui s'est passé samedi, où vous avez vu qu'en France, il y a eu, je crois que c'est le Crédit Mutuel, je crois, où il y a eu une énorme panne. Ça, c'est une panne, c'est même pas une cyberattaque, c'est une panne. Et que pendant plus de 2 heures, tout a été bloqué. Donc, on voit tout de suite que ça pousse également à des infractions que les gens ne commettraient pas habituellement, mais il y a un affolement, ça crée un affolement chez les gens. Tout ça parce que tout est numérisé et que on a plus de cash. On en revient de nouveau à cette problématique de l'argent liquide. Une identité numérique, plus d'argent liquide, mais vous êtes pieds et poings liés. Par rapport à la France, qu'est-ce que vous savez justement de l'état des libertés fondamentales en France, en lien justement avec cette identité numérique? Où est-ce qu'on en est concrètement? L'identité numérique en France, malheureusement, les Français n'ont pas l'opportunité, comme les Suisses, de pouvoir dire oui ou non. Donc, elle leur sera imposée, puisqu'en fait, c'était en novembre 2024, sauf erreur de ma part, l'Assemblée européenne a voté pour le wallet européen, donc le portefeuille numérique européen. Donc, je crois que tous les États ont jusqu'à fin 2026, sauf erreur de ma part, pour mettre au point une identité numérique, donc pour mettre le wallet au point, exactement ce qu'on fait en Suisse. Alors nous, ça a été en décembre 2024 que la loi a été votée, mais vous voyez que les timings matchent tout à fait. Mais les autorités disent quand même que l'EID sera facultative. Est-ce que vous pensez que c'est un mensonge stratégique pour justement progressivement imposer l'identité numérique un peu partout? Qu'est-ce que vous en pensez? On sait qu'en Belgique, c'est obligatoire dès l'âge de 12 ans. En Chine, on sait que c'est impossible de vivre sans l'identité numérique. Est-ce que vous pensez que progressivement, en dépit du fait que les autorités proclament vouloir agir sans l'imposer, est-ce que vous pensez que progressivement, ça va nous l'être imposé tout de même? Bien sûr que ça nous sera imposé. Facultatif, ça va rester d'un point de vue légal, ça sera facultatif. Donc dans la loi, peut-être restera le terme facultatif. D'ailleurs, c'est pas facultatif qui est employé, c'est volontaire dans la loi suisse. Volontaire. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord. Une fois que vous êtes d'accord d'avoir l'identité numérique, eh bien vous êtes aussi d'accord avec les conséquences de cette identité numérique. C'est pas tout à fait pareil que facultatif. Facultatif, on vous donne une option, vous la prenez ou pas. C'est déjà un petit peu différent. Et puis, quand on se rend compte qu'en Suisse, il y a de plus en plus de pans administratifs où on vous demande déjà une identité numérique qui n'est pas l'identité numérique fédérale telle qu'elle devrait être conçue, mais qui y ressemble fortement et qui là, alors là, on peut s'inquiéter encore plus parce que les données sont traitées par des entreprises privées, ça on le sait. Donc, il y a de quoi être un peu inquiet en se demandant où partent nos données et si elles ne sont pas commercialisées. Donc, on voit bien qu'à terme, ça ne deviendra pas obligatoire, en tout cas pas tout de suite, mais on vous dira, ok, ça n'est pas obligatoire, vous avez la version papier, mais la version papier, vous allez devoir payer un émolument supplémentaire pour avoir la version papier. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, on vous dira, vous n'avez pas l'identité numérique, vous ne pouvez pas avoir accès à tel ou tel service de l'État. Voilà, donc j'ai envie de dire, de facto, vous allez être obligé de prendre cette identité numérique, à moins de vouloir vous rendre la vie absolument intolérable. Donc on se rend bien compte que c'est une obligation par contrainte sociale. Donc on vous extorque votre consentement. Vous parlez de données commercialisées, je me demandais ce que ça signifie exactement, des entreprises qui pourraient potentiellement revendre à des grandes puissances, par exemple. C'est déjà le cas, puisque la plupart de nos données sont chez Microsoft, donc je pense que vous avez tout de suite compris le dessin. Nos données, quand on vous dit c'est gratuit, méfiez-vous, c'est que c'est vous le produit. Et nos données sont constamment, alors aussi parce qu'on va sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais là, c'est volontaire. On est absolument d'accord de laisser accès à nos données. On n'est pas obligé. C'est ça la différence entre l'identité numérique et Facebook, parce qu'on m'a déjà fait plusieurs fois la remarque, nous disant, on laisse nos données sur Facebook, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Eh bien, il y a une grosse différence, c'est que Facebook, c'est facultatif. Si vous voulez pas y aller, vous y allez pas. L'identité numérique, on voit très bien que à terme, ça deviendra obligatoire et que vous ne pourrez plus rien faire sans une identité numérique. Donc en fait, on va contraindre l'individu et puis l'exercice de ces libertés fondamentales seront tributaires d'une identité numérique. En Suisse, ça va même plus loin puisqu'on a des outils démocratiques. Il y a déjà dans des cantons des projets, je crois que même dans certains c'est carrément entériné, pour les initiatives et les référendums, eh bien, il faudra l'identité numérique pour pouvoir signer. Voilà, jusqu'à présent, on signe
à la main un petit formulaire sur papier. Eh bien, l'idée, c'est que à terme, et ça au niveau fédéral aussi, ça ne soit possible qu'avec l'identité numérique. Donc, on voit bien même pour exercer ces droits, des droits fondamentaux et des droits démocratiques, on va vous contraindre d'avoir une identité numérique qui finalement est un accès. On ne vérifie pas votre identité réellement, c'est surtout un accès. C'est inquiétant. Ça n'a rien à voir avec une carte d'identité, on voit bien. Oui, des scénarios inquiétants que vous évoquez là. En tout cas, si l'Europe, elle persiste dans cette voie, qu'elle continue, quelle garantie constitutionnelle il faudrait exiger, quel garde-fou il faudrait demander pour empêcher que l'identité numérique ne devienne un outil de persécution ou de contrôle social comme on le voit en Chine? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, assez simplement, je vais parler de la Suisse, mais c'est valable pour tous les autres pays d'Europe. Y a-t-il des garde-fous dans les constitutions ou y a-t-il des lois qui posent des garde-fous? Comme garde-fous, eh bien, par exemple, l'interdiction du crédit social. Donc, on pourrait le mettre dans les constitutions ou en faire une loi séparée. En Suisse, en tout cas, je peux vous dire que ça n'est pas le cas. Rien n'est prévu. Donc, déjà là, premier garde-fou. Il y a une autre chose qui serait très importante de développer, c'est qu'en fait, tous ces systèmes d'identité numérique, ils sont pas transparents. Pourquoi ils sont pas très transparents? Parce qu'en fait, on n'a pas directement, normalement, le citoyen devrait pouvoir vérifier que cette identité numérique, elle est sécurisée, qu'elle est intègre, et tout. Donc en fait, faire un audit. Il peut pas faire un audit complet. Pourquoi? Parce que il y a la protection du droit des tiers. Qu'est-ce que c'est que la protection du droit des tiers? Eh bien, dans le programme de votre identité numérique, dans votre code source, qui est en quelque sorte la recette de l'identité numérique, avec toutes les programmations, les logiciels, ça, je suis pas une pro, hein, mais c'est ce que j'ai compris. Eh bien, il y a des entreprises privées qui vont collaborer par leur logiciel, par exemple. Et bien évidemment que ces logiciels sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Donc, ça signifie qu'en tant que citoyen ou comme je ne sais pas, comme audit, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations, mais ces informations qui sont confidentielles, qui sont protégées par le droit des tiers, eh bien vous n'y aurez jamais accès. Qu'y a-t-il dans ces informations? On ne sait pas. Même la Confédération elle-même, elle ne peut pas non plus vérifier, puisque c'est protégé. Donc vous voyez bien qu'il peut y avoir un glissement pour imaginer que dans ces logiciels, il y a des portes dérobées qui fassent fuir les données des citoyens vers le darknet, par exemple. Donc c'est pour ça que là aussi, il faudrait pouvoir avoir vraiment une vue complète de ce qu'est l'identité numérique et de manière à pouvoir l'auditer vraiment de manière citoyenne et absolument entière. Oui, vous énumérez des situations plutôt alarmantes, cyberattaques, des données biométriques qui manquent de transparence et impossibles à modifier si elles sont un jour dérobées, une dépendance inquiétante aux grandes entreprises technologiques. Est-ce qu'on peut parler encore de souveraineté numérique à ce stade? Effectivement, ça paraît difficile, surtout parce que tous les systèmes européens, il y a ce qu'on appelle une interopérabilité. Ça veut dire qu'ils sont parfaitement compatibles. Donc ces systèmes en étant compatibles, bien évidemment, où pouvez-vous parler de souveraineté? Si vous avez, admettons, une identité numérique suisse, mais que vous allez dans un pays en Europe, c'est interopérable, donc ça va être reconnu. Mais qui me garantit que mes données, lorsque je vais à l'étranger, elles sont sauvegardées à l'étranger? Même si la Confédération, admettons qu'elle ait fait ça de manière très correcte et que ça soit sécurisé en Suisse, très bien, ça ne l'est pas à l'étranger. Donc vous voyez bien que de toute façon, il n'y a pas de souveraineté, c'est pas possible. Tout est interconnecté et ces interconnexions et cette interopérabilité nuit bien sûr à cette souveraineté numérique qu'on nous vend tellement. En tout cas, en Suisse, le 28 septembre 2025, les citoyennes suisses seront appelés à se prononcer justement sur un projet d'identité numérique. Il s'appelle le projet de loi sur l'identité électronique, EID Act. Les Suisses vont devoir décider s'ils acceptent d'instaurer une identité électronique officielle gérée par l'État, par exemple pour prouver son âge, commander un extrait de casier judiciaire, s'identifier dans une administration. Alors Madame Caillé, quelles sont vos recommandations pour ces votations? Comment est-ce que vous voyez justement ce vote qui est proposé aux citoyens suisses?
Alors, le vote du 28 septembre est évidemment extrêmement important parce que c'est un des premiers verrous de non-adhésion, j'ai envie de dire de non-adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Comme vous le savez, il y a ces contrats cadres qui devraient être votés par les Suisses en 2028, mais avant 2028, il y a des échéances extrêmement importantes qui, en quelque sorte, si elles sont toutes balayées, ce qui est possible, ce que je n'espère pas bien sûr, mais ce qui est possible, eh bien, les contrats cadres n'auront plus beaucoup d'intérêt, ils seront votés bien évidemment, mais ils n'auront plus beaucoup d'intérêt parce que la Suisse sera déjà, de fait, complètement incluse à l'Union européenne. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ça commence par l'Union européenne? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, l'identité numérique suisse, si elle est acceptée, eh bien, elle sera complètement interopérable avec les identités numériques de l'Union européenne. Donc, on voit déjà là qu'il y a une eurocompatibilité. Ensuite, viennent d'autres échéances en Suisse. La prochaine sera l'inscription de l'argent cash, enfin le liquide physique dans la Constitution ou pas. Donc là aussi, on voit que c'est extrêmement important parce que si ce n'est pas accepté, eh bien le cash disparaîtra petit à petit, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'anonymat disparaîtra avec ce cash également. La troisième échéance, un peu plus tard, sans doute en début 2027, eh bien, c'est la loi sur les épidémies qui est une refonte totale de notre droit suisse et qui va être totalement eurocompatible puisque ce sont les directives, en quelque sorte, de l'OMS. Donc, comme toute l'Union européenne est soumise à l'OMS, eh bien, la Suisse, ça sera pareil, donc totalement eurocompatible. Et puis, enfin, la dernière échéance qui est aussi très importante, c'est la votation sur l'inscription des conditions de la neutralité dans la Constitution suisse. Parce qu'on ne le sait pas toujours, la plupart des gens ne le savent pas, il y a 2 fois le mot neutralité dans toute la Constitution suisse et pourtant la Suisse est basée sur ce précepte. Donc c'est assez inquiétant. Donc si ces 4 verrous sautent, eh bien la Suisse sera de fait totalement eurocompatible. Le droit européen qui s'insinue déjà terriblement dans le droit suisse aura le champ libre, donc pour être complètement repris par le droit suisse. Et c'est là où ça va devenir très inquiétant parce que nous avons des outils démocratiques en Suisse tels que le référendum et l'initiative que tout le monde nous envie dans le monde entier. Mais en fait, lorsque le droit international, puisque le droit européen, ça sera du droit international, sera naturellement au-dessus du droit suisse, eh bien, les citoyens pourront bien faire des initiatives ou des référendums contre des lois qui iraient dans le même sens que le droit européen. Ça n'aura aucun intérêt puisque le droit international est au-dessus du droit suisse. Donc on se rend bien compte que la démocratie directe ou semi-directe telle qu'elle est conçue en Suisse est en grand danger. Donc voilà, ça je pense que c'est très important de le comprendre et que tous ceux qui sont des eurosceptiques et qui ne veulent pas rentrer dans l'Union européenne, mais qui se disent « Ah, mais c'est peut-être pas mal l'identité numérique ». Attention, c'est une façon, c'est de mettre le pied dans la porte pour entrer dans l'Union européenne, ce que je crois la plupart des Suisses ne veulent pas. Donc, dites non à cette identité numérique pour toutes les raisons que j'ai énumérées, et Dieu sait qu'il y en a, parce que ça n'est pas si sécurisé que ça ne restera pas facultatif, ça n'est pas gratuit non plus, ce sont vos impôts qui vont le payer. Donc, toutes ces raisons, ça n'est pas sécuritaire puisqu'il y a des cyberattaques, ça n'est pas intelligent de centraliser toutes les données dans un même panier. Est-ce qu'on met tous ces œufs dans un même panier? On en revient à des choses très simples. Eh bien non. Ce n'est pas intelligent de laisser aux hackers une seule faille pour diffuser toutes nos données sur le net. Ça n'est pas intelligent de prendre le risque que cette identité numérique nous menotte et entraîne un crédit social. Tout ça n'est pas intelligent et surtout, c'est le pied dans la porte pour entrer dans l'Union européenne. Alors le 28 septembre, ça me paraît vraiment extrêmement important que les gens aillent voter. Très très important que les citoyens votent. Ça c'est aussi une chose, on oublie de voter, on se dit ça ne sert à rien. Ne pas voter, c'est donner sa voix à l'adversaire. Donc je crois que c'est vraiment absolument crucial que les gens aillent voter par correspondance ou en présentiel, c'est encore mieux, mais qu'ils aillent voter le 28 septembre. Un grand non à cette identité numérique. Peut-être une dernière question. Vous me disiez tout à l'heure que vous sentiez que les citoyens étaient de
plus en plus acquis à la cause de l'identité numérique. Comment est-ce que vous expliquez qu'en 2020, justement 2021, quand on a voté, la plupart des Suisses se soient opposés à l'identité numérique? Vous sentez aujourd'hui qu'ils se sont affaiblis, qu'ils sont moins déterminés, qu'ils ont moins de convictions en lien avec les libertés individuelles? Comment est-ce que vous expliquez que les citoyens se laissent progressivement avoir, disons, par Alors, je crois malheureusement que ça, c'est un effet psychologique dû à la crise sanitaire, où on a retiré des libertés fondamentales aux citoyens et qu'il a trouvé ça en quelque sorte normal. D'ailleurs, si on peut faire un bref petit rappel là-dessus, c'est qu'on nous a dit aussi que le pass sanitaire ou le certificat Covid était facultatif. Et on se retrouve avec exactement la même problématique avec l'identité numérique. C'est facultatif, mais si vous ne l'aviez pas, eh bien, vous n'avez plus accès à vos libertés fondamentales de manière générale. Donc, peut-être bien de rappeler qu'il y a quelque chose qui est très similaire là-dedans. Je pense que les citoyens sortent de cette crise, effectivement affaiblis, et je pense qu'ils ont beaucoup moins la foi en la démocratie également. C'est certain. Ils ont peur, parce que la situation internationale est quand même très tendue, de part et d'autre dans le monde. Et je pense que les citoyens suisses pensent, en tout cas un certain nombre pensent que ça sera d'abord beaucoup plus facile et plus commode, parce que c'est ce qu'on leur vend aussi, on leur dit mais ça sera tellement simple quand vous aurez une identité numérique. Ça, c'est la commodité, c'est une chose importante. Et puis, comme je le disais, ils pensent être plus en sécurité avec un système qui soit complètement compatible à l'Union européenne. Et je pense qu'ils ont aussi bien compris que s'ils n'ont pas d'identité numérique, ils pourraient avoir des tracas lorsqu'ils partent en vacances, tout simplement, simplement pour traverser la frontière. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, ils se disent, finalement, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque je laisse mes données sur les réseaux sociaux, je suis plus à ça près. Je crois qu'il y a un petit peu aussi il faut convenir que c'est quelque chose qu'ils pensent, qu'ils sentent comme ça, et c'est compréhensible. Je pense qu'en plus, ils ont beaucoup de soucis, de manière générale, économiques. Même en Suisse, on oublie, mais c'est difficile pour beaucoup de personnes. Donc, s'occuper encore de ce qui se passe à l'intérieur de son pays, de choses comme ça, surtout lorsqu'on a un gouvernement qui vous dit que c'est sûr, efficace, on vous dit même que c'est convivial. Je sais pas où ils ont été payés, qui ont-ils payé pour trouver convivial? C'est extraordinaire quand même. Donc voilà, je peux comprendre que les gens soient un peu désespérés, puis ils se disent ça plus ou ça de moins. Finalement, c'est un petit peu ça, je crois que c'est un petit peu un espèce de ras-le-bol, de devoir tout le temps être attentif à tout. C'est fatigant, effectivement. Et là, ça serait bien qu'il y ait un réveil, et ça serait vraiment épatant que les gens pensent à aller voter le 28 septembre, un grand non. Il y a peut-être une dernière petite question qui me taraude en lien avec l'identité numérique. Il semblerait que le don d'organes présumé soit corrélé à l'identité numérique. De quoi s'agit-il exactement? Oui, vous avez parfaitement raison. En 2022, il y a eu une votation pour le consentement présumé au don d'organes. Bon, ça c'est fait. Et puis, bien évidemment, que consentement présumé, ça signifie que si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas donner vos organes, eh bien, vous avez tout à fait le droit de refuser. En 2022, on nous a dit, maintenant qu'il y a le consentement présumé, on va créer un registre pour connaître quels sont les citoyens qui ne sont pas d'accord d'avoir avec le don d'organes. Voilà. Bon. Jusque-là, tout allait très bien. Et puis, on s'est renseigné pour savoir quand est-ce que ce registre allait être mis en œuvre. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis, toujours rien. Et en 2024, toujours rien. Et en 2025, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'en fait, ils ne feront un registre que lorsque l'identité numérique sera mise en place. Et le refus du don d'organes est corrélé à l'identité numérique. Donc, vous devez absolument avoir une identité numérique si vous voulez pouvoir refuser le don d'organes. Je pense que c'est quand même extrêmement choquant comme démarche. Obliger quelqu'un à consentir à prendre une identité numérique qu'il ne veut pas pour pouvoir refuser quelque chose qui lui paraît plus important encore que l'identité numérique. Donc, on se rend compte que les libertés fondamentales sont directement attaquées.
vos organes, c'est à vous, c'est un droit inaliénable, c'est un droit corporel qui fait partie intégrante de vous-même. Et on vous demande de prendre une identité numérique, donc d'avoir un accès, c'est pour avoir un accès en fait à un registre pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le don d'organes. Ça me paraît particulièrement choquant. La méthode est vraiment extrêmement choquante. Mais c'est vrai. Et il est possible que d'autres conditions soient imposées justement pour pouvoir avoir accès à certains droits, à certains services. Peut-être que l'identité numérique sera un prérequis en fait pour bon nombre de choses plus tard. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit par avant, qu'effectivement il y aurait bon nombre, mais simplement des démarches administratives. On me dirait jusque-là, c'est pas très grave. Et puis ce qu'on pourrait rajouter, pourquoi une identité numérique pour les démarches administratives en Suisse, puisqu'il y a déjà une plateforme qui existe qui s'appelle Agov, il y a déjà une plateforme d'authentification. Donc pourquoi une identité numérique? On se rend bien compte que c'est totalement inutile et que le but de l'identité numérique, c'est pas forcément de vous faciliter la vie, c'est surtout de vraiment répertorier les gens et de savoir ce qu'ils font et de pouvoir les contrôler. C'est vraiment de la surveillance de masse. Merci beaucoup, Madame Caillé, pour cette intervention et cette mise en garde très importante. Vous invitez à prendre avec des pincettes l'identité numérique et toutes les commodités qui en découlent. Vous mettez en garde contre des libertés fondamentales qui s'affaiblissent un peu partout en Europe, dans le monde. Une diminution de la foi dans les démocraties. Vous mettez en garde contre le scoring social, contre le manque de transparence des entreprises qui sont responsables des logiciels d'identité numérique. C'était une discussion, je pense, salutaire et très importante. Aujourd'hui avec vous, étant donné qu'un vote aura très prochainement lieu en Suisse le 28 septembre. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant et puis j'espère à très bientôt sur NTD pour de bonnes nouvelles, peut-être en lien avec l'identité numérique. En tout cas, je vous remercie pour ce débat aujourd'hui, c'était passionnant. Merci beaucoup Laetitia.